Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez attendu, je pense. Enfin, en tout cas, on me l'a souvent demandé. Ce sujet en question, c'est l'hyperactivité dans les troubles alimentaires. L'une des raisons qui explique pourquoi c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, c'est parce que déjà, malheureusement, beaucoup d'entre vous sont concernés par l'hyperactivité. Enfin, beaucoup d'entre vous, en fait, font de l'hyperactivité. Et en plus de ça, je pense que les recommandations, entre guillemets, vis-à-vis de l'hyperactivité restent assez floues. C'est-à-dire qu'il y a certains professionnels qui vont interdire à leurs patients de ne pas en pratiquer, d'autres qui parlent de réduire, d'autres encore n'en parlent même pas. Bon, ça c'est clairement dommage parce que ne pas parler d'un problème n'évite pas le problème, au contraire. Mais bon, bref. En tout cas, je tenais à commencer par ce point pour vous rappeler que je vais parler de mon expérience et qu'encore une fois, chacun aura sa façon de faire. C'est pas parce que moi, ça s'est passé comme ça que pour vous, ce sera la même chose et que pour les autres personnes malades, ça doit être aussi la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyperactivité? Je prends le temps de le définir parce qu'il y a certaines personnes qui me disent: «Ah non, mais moi, je fais pas d'hyperactivité, je fais plus de sport». Sauf que l'hyperactivité, c'est pas que le sport. En effet, le fait de pratiquer du sport fait partie de l'hyperactivité, clairement, mais l'hyperactivité dans les troubles alimentaires, pour moi, c'est surtout tous les petits mouvements parasites autour qui sont dangereux. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que c'est des mouvements, des petits mouvements parasites? C'est par exemple le fait de toujours rester debout, de pas s'autoriser à s'asseoir, le fait de se forcer à prendre que les escaliers, jamais l'ascenseur, ni les escalators, ou alors si vous prenez les escalators, vous devez pas vous laisser porter, vous devez quand même grimper l'escalier, le fait de s'imposer de marcher une certaine distance, un certain nombre de pas, le fait de vouloir faire toujours les magasins ou le ménage à tout prix, ça c'est aussi une façon consciente ou inconsciente de faire de l'activité. C'est le fait aussi de choisir, vos occupations selon le niveau d'activité que ça va vous demander. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui, juste regarder une série, sur, un canapé n'en sont plus capables. Il y a certaines personnes qui, n'arrivent plus à lire ou alors lisent très peu parce que ça leur demande d'être assis. Et globalement, ces petits mouvements, c'est aussi le fait d'avoir la bougeotte. Alors je savais pas trop comment appeler ça, mais c'est vraiment le fait d'être toujours actif, qu'il y ait toujours un membre du corps qui est en mouvement, donc comme, les jambes, le pied ou quelque chose comme ça. Bon après clairement dans les troubles alimentaires, il y a aussi l'hyperactivité mentale évidemment et malheureusement d'ailleurs. Donc l'hyperactivité mentale, c'est vraiment le fait de penser, H24 à quelque chose, de réfléchir sans arrêt, de se poser un tas de questions, d'être assommé par des doutes, de la culpabilité. Je pense que malheureusement vous voyez très bien de quoi je parle et c'est aussi en fait l'hyperactivité mentale, c'est aussi de s'imposer, de travailler. Donc que ce soit sur ses cours ou sur son boulot, si vous avez un travail de bureau notamment, d'apprendre de nouvelles choses, enfin voilà, d'avoir toujours son cerveau qui est en activité. Mais pour, cet épisode, je vais rester sur l'hyperactivité physique. Alors, est-ce qu'il existe des explications biologiques à l'hyperactivité physique, du coup, dans les troubles alimentaires? Dans la partie que je m'apprête à commencer, je vais vous partager des hypothèses qui sont biologiques, scientifiques et qui pourraient expliquer l'hyperactivité dans les troubles alimentaires. J'aime bien apporter plusieurs points de vue quand j'aborde une thématique, une problématique. Comme ça vous permet en fait de prendre les informations qui vous parlent, qui vous correspondent, de vous faire aussi votre propre opinion. Donc je dis pas que les théories que je vais avancer là sont forcément valides, j'apporte vraiment juste la dimension scientifique que je trouve vraiment intéressante. Donc la première explication, hypothèse scientifique, c'est que elle s'est faite à partir d'une expérience sur des rats en laboratoire. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Ces rats, ils avaient donc à disposition une petite roue sur laquelle ils pouvaient courir. C'est un peu la petite roue qu'on voit souvent dans les dessins animés. Et voilà les observations qui ont été faites. Donc lorsque les rats, ils étaient sous-alimentés, ils ont commencé à courir plus longtemps. S'ils avaient le choix entre manger ou courir, ils privilégiaient souvent le temps pour courir. Et enfin, au plus ils perdaient du poids, au plus ils couraient longtemps. Une autre hypothèse biologique, c'est que nous sommes des êtres vivants comme les animaux et il y a deux réactions communes chez les animaux lorsqu'ils se trouvent dans un endroit où la nourriture elle est plus présente. Donc par exemple, il y a certains endroits où avant il y avait de quoi se nourrir, mais maintenant les conditions climatiques font que malheureusement ce n'est plus le cas. La réaction numéro 1, c'est qu'ils économisent au maximum leur énergie
et donc ils restent sur place et ils entrent en hibernation. La réaction numéro 2, qui est la plus courante, c'est qu'ils se mettent en mouvement à la recherche de nourriture. Et ces deux types de réactions démontrent que tout le monde souffrant de troubles alimentaires ne fait pas systématiquement de l'hyperactivité. Peut-être que là, vous m'écoutez et qu'en fait, vous sentez pas concerné, ça veut pas dire que c'est anormal ou que votre trouble alimentaire n'est pas valide ou quoi. Non, c'est juste que chaque personne développe le trouble alimentaire à sa façon, on va dire, et l'hyperactivité n'est pas un prérequis pour souffrir de troubles alimentaires, évidemment que non. Mais c'est vrai que ça reste une grande majorité dans les troubles alimentaires, notamment restrictifs. Et une dernière théorie scientifique, c'est que apparemment la restriction, accompagnée d'activité physique, activerait des circuits de récompense du cerveau qui créeraient ainsi une dépendance. Donc ce qui pourrait notamment expliquer pourquoi c'est difficile de s'arrêter. En parlant de difficulté à s'arrêter, une autre difficulté qui explique pourquoi c'est difficile, c'est qu'on est dans une société où le sport, l'activité physique plus globalement, est vraiment valorisé. C'est finalement très facile de cacher aux autres que l'on fait du sport d'une façon maladive, tout comme c'est peut-être fréquent que les autres soulignent ta capacité à être assidu en sport, alors que toi, tu sais qu'en réalité, ça fait partie de ton trouble. Mais les autres ne le savent pas. Tous ces commentaires-là, le fait que tu es assidu en sport, etc., ça t'aide vraiment pas à arrêter. C'est difficile aussi parce que tu te dis: «Ouais, mais si les autres, ils en font, pourquoi moi j'en ferais pas en fait? Il faut que j'en fasse». Sauf que les autres ne souffrent pas de troubles alimentaires. Et encore que, en fait, même s'ils souffraient de troubles alimentaires, même si tu te compares à une personne qui souffre de troubles alimentaires, mais tu peux juste pas te comparer aux autres. Tu dois faire les choses pour toi, pour ta guérison. Peut-être que t'es pas au même stade de ta guérison que cette personne. Peut-être que cette personne, elle a juste, elle est encore en fait enfermée justement dans ces mécanismes malsains de l'hyperactivité. Il faut que tu penses à toi, que tu te concentres sur toi, sur ta vie. Je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, vraiment je le sais, mais je me dois de te le rappeler. Moi aussi, hein, je ressentais une injustice et une frustration profonde en moi. J'avais une culpabilité à ne pas faire du sport quand je voyais que tous les autres allaient à la salle, puisque j'ai l'impression que tout le monde allait à la salle, mais non, c'était dans ma tête, ou que tout le monde courait, ou allait faire du sport, du jogging, tout ça. Mais vraiment, tu dois penser à toi. L'une des clés de la guérison de cet aspect hyperactivité, ça va être vraiment d'apprendre à prendre du recul vis-à-vis de ce que font les autres et de ce que te dit la culture du régime. Tu peux pas attendre que les autres ne fassent plus de sport ou que la société évolue et arrête de nous culpabiliser en nous incitant à courir à la salle. Si tu attends ça pour t'arrêter de faire de l'hyperactivité, tu pourras jamais guérir. Lorsque j'entendais des discours encourageant le sport comme moyen de changer son corps, de perdre du poids, je me répétais que ce n'était pas pour moi, que ça ne me concernait pas, qu'ils avaient tort d'avoir cette approche-là. Et d'ailleurs, j'avais raison à ce moment-là. J'avais raison parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une relation totalement saine à l'activité physique, je ne compense plus jamais. Et les personnes qui faisaient des régimes et des programmes sportifs pour perdre du poids ou contrôler leur corps quand j'étais en guérison, eh ben, ces mêmes personnes, elles sont toujours bloquées avec le même mal-être et elles sont toujours enfermées dans des régimes et elles s'imposent de passer des heures à la salle de sport alors qu'elles aiment même pas ça en fait. L'activité physique pour perdre du poids n'est pas saine. Il y a aussi un autre aspect qui exprime aussi la difficulté à arrêter, c'est que on entend beaucoup, enfin on entend quand même souvent que le sport c'est une façon de se faire du bien, etc., une façon de prendre soin de sa santé. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui souffrent de troubles alimentaires qui me disent: «Non mais moi je fais du sport car c'est vraiment bon pour ma santé, ça me fait du bien». Moi je me cachais beaucoup derrière cette excuse quand j'étais malade. Et je pense que quand j'étais malade, pour moi c'était pas une excuse, genre je disais la vérité selon moi, mais je pense que vraiment, c'était tellement mon trouble alimentaire me mentait, il me mentait si bien que moi-même j'étais convaincue de ça en fait. Après évidemment, je peux pas dire que j'ai forcément raison, je le répète, on est tous différents et je peux pas dire qu'une personne souffrant de troubles alimentaires qui dit ça, elle ment. Mais en tout cas, me concernant, maintenant que j'en suis sortie, je vous le dis, si je faisais tout ce sport quand j'étais malade, ce n'était pas parce que ça me faisait du bien, c'est parce que ne pas le faire me rendait terriblement anxieuse et me remplissait de culpabilité. D'ailleurs, c'est fréquent aussi d'avoir ce sentiment que le sport permet de réduire l'anxiété. Quand j'étais malade, tant que j'avais pas bougé, fait mon sport de la journée, fait ma marche ou quoi dans la journée, je me sentais mal, anxieuse en effet. Une fois que je l'avais fait, j'étais apaisée. Parce que je me disais, ouf, ça c'est fait, je le coche sur ma liste des choses à faire impérativement, liste qui était d'ailleurs instaurée par mon trouble alimentaire. Mais la réalité, c'est que c'était terriblement malsain. L'anxiété que je ressentais avant le sport, c'était mon trouble alimentaire lui-même qui me l'instaurait en me disant que tant que je n'avais pas fait ça, tant que je n'avais pas fait de sport, je n'étais pas pure, entre guillemets. Je ne faisais pas les choses bien. Et une fois que je l'avais fait, c'est toujours ma partie TCA en moi qui était rassurée, contente, parce que j'avais compensé ce que j'avais mangé, ou alors que je pouvais de ce fait m'autoriser à manger.
Il y a absolument rien de ça en fait là-dedans. Et c'était pas le sport qui me permettait de réduire mon anxiété, c'était le fait de répondre à la maladie. Et d'ailleurs, c'était un leurre. Moi, je me sentais apaisée sur le court terme, mais sur le long terme, j'avançais de plus en plus vers la maladie, soit le chemin de la survie et pas de la vie. Mais en fait, pourquoi souvent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires se disent ça, c'est parce que on l'entend beaucoup, que le sport fait du bien. Et d'ailleurs, on entend parfois dire que le sport est bon pour les personnes, notamment en dépression par exemple. Est-ce que c'est le cas pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, sachant que dans les troubles alimentaires, le sport est vu comme un moyen de compensation et de restriction, soit un outil destructeur du trouble lui-même? Bah, franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas répondre à cette question, parce qu'il y a des personnes qui me disent cette sortie des troubles alimentaires en devenant runneuse, donc elles font de la course, ou en faisant beaucoup de salles de sport, ou en musclant à fond leur corps, etc. Honnêtement, je sais pas quoi penser de ça. Enfin, je peux pas dire encore une fois que c'est faux, mais est-ce que finalement, peut-être en tout cas pour certaines personnes, c'est pas garder une partie du trouble dans sa vie? Vraiment, honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie non plus d'avoir d'avis tranché sur ça, parce qu'on est tous différents et que encore une fois, je peux pas dire que les personnes qui font ça, elles ont forcément tort. Je suis pas à leur place, je suis pas dans leur tête. Mais moi, en tout cas, me concernant, tant que je gardais le sport comme un moyen de compensation ou de contrôler mon corps et mon poids, c'était encore le trouble alimentaire en fait qui en était à l'origine. Et c'était malsain. Maintenant que j'ai totalement fait cette coupure, que je fais plus de sport pour compenser, mais vraiment je vois la différence. Alors justement, comment savoir si le sport et l'activité physique que tu fais sont malsains ou non? Je dis souvent qu'une chose importante, et qui est d'ailleurs pas toujours facile à faire, c'est d'être honnête avec soi-même. Et parfois, le trouble alimentaire, encore une fois, ment tellement bien que vous vous rendez même pas compte qu'il vous manipule. Donc, je vais vous donner quelques questions à vous poser pour savoir si le sport et l'activité physique que vous faites est faite de façon saine ou malsaine. Première question, est-ce que le fait de ne pas le faire génère en vous de la culpabilité? Deuxième question, est-ce que si vous ne pouvez pas faire votre séance de sport, si vous ne pouvez pas aller marcher, si vous ne pouvez pas bouger, vous allez du coup réduire votre ration alimentaire? Est-ce que ça vous rend irritable aussi? Dans quel objectif faites-vous du sport? Si, selon vous, c'est pas pour perdre du poids ou pour contrôler votre corps, alors posez-vous cette autre question. Si vous étiez certain, certaine que cette activité physique n'avait aucun impact sur votre poids et votre corps, est-ce que vous la feriez quand même? Voilà, je pense que en vous posant ces questions-là, vous aurez une réponse, je pense, pour savoir si le sport chez vous est fait de façon saine ou malsaine. Avant de vous donner quelques petits conseils et de vous parler de mon expérience avec l'hyperactivité pendant la guérison de mon trouble alimentaire, de comment j'ai fait pour arrêter le sport d'une façon malsaine, je voulais d'abord vous expliquer les risques liés à cette hyperactivité quand on souffre d'un trouble alimentaire. Le premier risque, c'est les blessures musculaires. Vos muscles n'étant pas suffisamment nourris, notamment avec un trouble alimentaire restrictif, comme je disais, ils sont déjà affaiblis. En les sollicitant, et d'autant plus quand ils ont peu de repos, vous risquez de vous blesser. Comme en plus votre organisme n'est pas en bonne santé, vous prendrez bien plus de temps pour vous réparer, entre guillemets. Un autre type de blessure, c'est les fractures. Les problèmes d'ostéoporose sont assez fréquents quand on souffre de troubles alimentaires, ce qui augmente évidemment le risque de fracture. Un troisième grand risque, c'est les problèmes cardiaques. Le cœur, c'est un muscle, et comme les autres, il est affaibli, ce qui réduit sa capacité à pomper du sang efficacement. Donc lors d'un exercice intense, les risques cardiovasculaires, évidemment, augmentent. Je m'arrête là pour les risques, mais il en existe d'autres. Mon but, c'est pas de vous faire peur pour vous faire peur, évidemment. Le but, c'est vraiment d'essayer de vous faire prendre conscience de à quel point votre corps a besoin de repos. Parce que ça, moi, j'en avais moi-même pas conscience quand j'étais malade. Et ça m'aurait peut-être aidé, en fait, dans la guérison de mon hyperactivité. Donc, faut-il faire un arrêt total ou progressif de l'hyperactivité? C'est une question qui revient souvent. La réponse théorique, et qui est préférable, c'est un arrêt total. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre cerveau a fait le lien entre mouvement et le fait de manger. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose de valorisé dans notre société et même normalisé. Mais non, il devrait absolument pas avoir de lien entre les deux. Combien de fois j'entends allez, on a bien marché, on peut s'accorder ça, ou après l'effort, le réconfort, ou bon, allez, là, je peux prendre un cookie parce que hier, j'ai fait un marathon. Mais non, stop! Enfin, vraiment, ça me rend folle, ces phrases-là, et c'est fou parce qu'en fait, elles sont omniprésentes, ces phrases-là, vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je me dis, ça m'attriste, mais quand j'étais malade, mais j'avais l'impression de me prendre un coup de bâton dans les roues et une difficulté en plus, en fait, dans la guérison de mon trouble alimentaire. Le sport, c'est un outil pour se faire du bien. C'est pas un outil pour compenser un repas ou pour s'autoriser de manger un prochain repas. Vraiment pas.
Donc comment casser ce lien malsain entre nourriture et mouvement? Eh ben, en faisant un sevrage et en arrêtant totalement le sport. Ça, c'est mon avis, évidemment. Sauf que là, quand je dis ça, il y a une alarme qui s'active dans votre tête, qui s'était d'ailleurs activée dans ma tête quand j'étais malade, qui disait alerte, alerte, c'est impossible pour moi de m'arrêter du jour au lendemain. Et je comprends totalement. Comme je disais, vraiment, c'était la réponse théorique qui a pour autant été la solution pour moi, mais je ne suis pas arrivée à cette solution du jour au lendemain. C'est déroutant d'arrêter du jour au lendemain. Et même, je dirais que si c'est imposé et non intégré par la personne malade elle-même, je pense que parfois, ça peut être contre-productif et qu'à terme, la personne va rejeter rapidement ou qu'elle trouvera un moyen de faire du sport en cachette en fait. Bon, comment j'ai fait du coup? J'ai tenté d'arrêter progressivement dans un premier temps, vraiment progressivement. Quand je dis progressivement, c'était de 5 minutes en 5 minutes, voire moins. Genre, ça pouvait être. J'arrêtais de 3 minutes en 3 minutes, donc de jour en jour par contre, quand même, ou de tous les 2 jours. J'ai tenté aussi de changer le type d'exercice, donc d'exercice cardio. Je suis passée à des mouvements plus doux, un peu type yoga, étirements musculaires, des balades, mais à pas plus lent. Un autre conseil d'ailleurs, ça peut être aussi de changer pour une activité en équipe, où en fait, rien que le fait d'être accompagné par une autre personne, rien que le fait de faire une balade avec une autre personne, ça permet de discuter d'autres choses, d'être moins dans les ruminations de la maladie. Mais bon, pour d'autres, ça peut aussi entraîner des comparaisons. Donc vraiment, c'est à voir selon vous. Donc, quand je vous dis que j'ai tenté d'arrêter progressivement, que j'ai changé le type d'exercice, etc., ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que à un moment, j'ai réussi à arrêter progressivement, mais ensuite, j'ai repris le sport de façon intensive. À un moment, j'ai réussi à aller plus vers des mouvements doux, mais après, je suis retournée dans des sports cardio. Puis, je suis retournée. Enfin, ça s'est vraiment pas fait de façon linéaire, et ça, j'insiste sur ça. Par exemple, quand je retournais en mode sport intensif à fond, dans ma tête, je me disais, trop nul, quoi, je suis retournée à la case départ. Mais pas du tout, parce que vous avez quand même mis en place des actions où vous avez essayé, vous étiez quand même dans cette dynamique d'essayer pour aller vers votre guérison. Et ça, je suis persuadée que le cerveau, il le capte en fait. Il capte que il essaye de prendre un autre chemin qui n'est pas celui de la maladie. Vous lui montrez qu'il existe un autre chemin et que on tente d'aller vers ça. C'est ça l'objectif final. Même si après, vous le tenez pas sur la durée, vous avez essayé quand même et vous avez avancé du coup vers la guérison. Enfin, vraiment, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment important et pareil, c'est pas parce que vous êtes retourné dans le sport à fond que vous allez pas y arriver. Vous réessayerez. Faut être dans cette dynamique d'essayer de mettre en place des choses, de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour changer soit l'intensité, soit la durée des mouvements, de l'activité, et d'essayer de les mettre en place. Et encore une fois, je dis essayer. Je dis pas réussir. La guérison, c'est pas réussir, c'est essayer déjà. Ça commence par essayer. Et oui, ça prend du temps, je sais, mais vraiment, c'est important. Mais dans tout ça, je dis quand même, ce qui a été vraiment le plus efficace pour moi, ça a été d'arrêter totalement le sport. Sauf que c'est, encore une fois, clairement pas linéaire. C'est-à-dire que parfois, j'arrivais à arrêter. Genre, j'arrêtais une semaine, puis je rechutais. Puis je reprenais un nouveau sport. Puis j'arrêtais un mois, puis je rechutais. Pendant 5 mois. Puis je réarrêtais, etc. Et ça, vraiment, ça a pris 3 ans. Hein. Enfin, genre, vraiment, ça s'est pas fait 3 ans jusqu'à ce que je réussisse à arrêter totalement. Et encore une fois, je sais que c'est super dur à voir les choses comme ça. Évidemment, moi, je le vois avec le recul et c'est bien plus simple à dire une fois que tu en es sorti. Mais encore une fois, quand tu retournes dans le sport intensif ou quoi, ok, peut-être que ça s'appelle une rechute, mais ce n'est pas du tout négatif. Si vous êtes toujours dans cette optique d'arrêter, si tu te dis, un moment, faudra que j'arrête. Il faudra que j'arrête ce comportement-là parce que ce comportement-là, il est malsain. Parce que pour l'instant, je fais du sport pour contrôler mon poids, pour m'autoriser à manger, peut-être, je sais pas, ça dépend de tes motivations, entre guillemets, plutôt des motivations de ton trouble alimentaire. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience que tu ne veux plus de ce lien-là entre mouvement et nourriture. Alors par contre, le simple fait de faire un sevrage ne permet pas de ne plus avoir cette relation malsaine à l'activité physique. Il faut vraiment intégrer le traitement de l'hyperactivité dans un parcours de soins pluridisciplinaire. Si j'avais pas travaillé sur les autres aspects de la guérison, je suis certaine que je ne serais pas parvenue à arrêter totalement le sport et à reprogrammer mon cerveau pour arrêter ce lien entre mouvement et nourriture. Ces autres aspects, ce sont notamment ceux que j'explique dans l'épisode sur la quasi-guérison, le numéro 27. Je le répète souvent, la guérison d'un trouble alimentaire, elle doit être vraiment multidimensionnelle. En fait, vous le voyez bien, le trouble alimentaire, il impacte de multiples dimensions dans votre vie. Donc, la guérison, elle est aussi multidimensionnelle.
Je vais pas tout réexpliquer, toutes les dimensions, parce que je l'ai dit souvent en vrai et puis, parce que l'épisode va être super long, mais je vous invite vraiment à écouter, aussi l'épisode sur mon parcours de soins, le numéro 18 et aussi l'épisode, numéro 26. Il me semble que dedans, je parle aussi de ces différentes dimensions. Je vais quand même vous donner, 2-3 pistes, mais vraiment pour, les dimensions plus complètes, écoutez ces épisodes-là. Mais il faut garder en tête qu'un trouble alimentaire se développe vraiment de façon évidemment inconsciente par rapport à des blessures plus profondes, à un mal-être général. L'alimentation, le poids qui fluctue ou pas d'ailleurs, l'hyperactivité, la prise de laxatifs, le recours au vomissement, tout ça, ce sont des symptômes, des conséquences du trouble alimentaire. Mais c'est pas les causes. Et j'insiste à nouveau, parce que je sais que je le rabâche souvent, mais c'est vraiment important de travailler sur l'aspect psychologique. Parce que si vous vous concentrez sur l'arrêt de l'hyperactivité, qui est un moyen que votre corps trouve pour exprimer son mal-être, en quelque sorte, mais que le mal-être n'est pas travaillé, que vous avancez pas sur ça, alors soit vous allez vite rechuter, soit vous allez tomber dans un autre mécanisme tout aussi destructeur. Un aspect très important qui fait partie des dimensions de la guérison, c'est de déconstruire les croyances erronées. Et donc là, dans ce cas spécifique, c'est de déconstruire les croyances erronées autour du sport. Cet aspect de la guérison, je l'appelle la reprogrammation du cerveau. Le trouble alimentaire vous a fait croire tout un tas de mensonges, de croyances erronées, qui sont d'ailleurs souvent des croyances provenant aussi de la culture du régime et ou de votre entourage. Ces croyances, même si au fond de vous, vous savez que c'est faux, que c'est pas censé, vous en êtes tout de même terrifié. Je vous donne quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Des exemples de croyances erronées sur le sport, c'est par exemple, si je ne fais pas d'activité physique juste après avoir mangé, mon corps va stocker. Si je m'arrête de faire du sport, je vais prendre du poids, énormément de poids même. Si je ne fais pas de sport, mon corps sera flasque. Un corps sain, c'est un corps musclé et mince. Plus on fait de sport, plus on est fort. Il faut marcher un minimum X pas par jour. Voilà, tout ça, c'est des croyances erronées. Peut-être que d'ailleurs, c'est des croyances erronées que vous avez, que votre trouble alimentaire vous fait croire en tout cas. Je vous invite vraiment à vous demander quelles sont vos croyances erronées sur le sport et l'activité physique. Qu'est-ce que votre trouble alimentaire vous dit qu'il va se passer si vous ne faites pas d'activité physique? Faites la liste et ensuite mettez en face tous les arguments pour contrer ces croyances erronées. C'est pas toujours facile à faire seul, c'est même rarement facile. Donc je vous invite vraiment à le faire avec votre thérapeute, d'où l'importance qu'il soit spécialisé en troubles alimentaires parce que sinon, il risque d'avoir des pensées de la culture de régime. Moi, une fois, on m'a dit non, vous n'avez pas besoin de faire autant de sport. Donc ça commençait bien. Et après, il a dit, bon après, quand vous faites un restaurant ou un plus gros goûter, pourquoi pas, mais pas tous les jours. Ok, génial. Bref, une thérapie que j'avais suivie d'ailleurs, qui utilise ce processus de déconstruction des croyances erronées, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, évidemment, le simple fait de déconstruire une croyance erronée sur un papier ne permet pas à elle seule, pardon, d'arrêter l'hyperactivité. Mais la répétition de ces arguments dans votre tête pour contrer le trouble alimentaire, le travail psychologique à côté, le fait de mettre en place des actions concrètes pour déjà tenter de diminuer en intensité, en temps, etc. Et clairement la nutrition aussi, hein, ça aide, ça, évidemment, c'est indispensable. Mais pour moi, tout ça, ça a fini par payer, vraiment. Il y a des personnes qui me disent « Ok, mais si j'arrête, quand est-ce que je saurai si je peux reprendre le sport ?» C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question. La personne la plus appropriée pour vous dire ça, c'est franchement le professionnel qui vous suit depuis un petit moment et qui vous connaît bien. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, le facteur physique, où en est votre corps dans la réparation des dommages causés par le trouble alimentaire, où en est votre santé osseuse, etc. Et surtout votre état psychologique. Si vous êtes toujours dans l'optique de vouloir reprendre le sport pour perdre du poids, pour contrôler votre corps, c'est pas le bon état d'esprit. Et aucun jugement par rapport à ça, parce que je sais que c'est des pensées de la maladie. Je les ai eues pendant très très longtemps. Donc pour moi, honnêtement, après encore une fois, je dis pour moi, je le précise quand même, hein, mais au plus la coupure est longue, au plus la cassure avec le lien malsain est faite. Si je peux donner 2 petits conseils aussi sur la façon de reprendre le sport, c'est déjà reprenez progressivement, autant en intensité qu'en durée. Et vraiment, quand je dis en durée, c'est au début, vous reprenez 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Et aussi, si possible, changer de sport ou du moins des conditions dans lesquelles vous les exercez lorsque vous étiez malade. Par exemple, peut-être changer de salle de sport si c'est dans une salle que vous faites votre sport, évidemment. Ça, pour moi, c'est important parce que j'avais un peu l'impression que la maladie, elle avait des repères et que si je retournais dans les repères, dans ces repères, en fait, eh ben, elle allait très vite pour réinstaurer ces mécanismes destructeurs.
Et encore une fois, rappelez-vous que dans tous les cas, ce sera pas linéaire. Ça m'a vraiment pris plus de 3 ans pour, trouver, une relation totalement saine avec l'activité physique. Essayez vraiment de trouver un sport qui vous plaît aussi. Ça, c'est hyper important. Si le yoga ou le pilates, ça vous parle pas du tout, mais n'en faites pas. Ne faites pas du sport parce qu'on vous dit de le faire ou parce que les autres le font ou parce que c'est à la mode. Pendant longtemps d'ailleurs, je fonctionnais comme ça aussi et j'étais pas bien en fait aussi dans ma relation avec le sport parce que un moment, par exemple, j'ai été à fond à la salle de sport parce que j'avais envie un peu d'être, une «fit girl» entre guillemets. Je voyais vachement ça sur les réseaux sociaux et ça me donnait envie. Mais en fait, ça ne me correspondait pas. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport dans sa vie, hein, mais c'est important de faire quelque chose qui vous plaît. C'est vraiment important. Moi, par exemple, c'est la marche. Si j'écoutais les gens autour de moi ou la culture du régime, on va dire, je culpabiliserais à fond parce que je fais pas un sport cardio, je fais pas non plus un sport qui muscle. Mais au moins, je fais un sport qui me fait du bien. D'ailleurs, moi, j'appelle ça un sport, mais la plupart des gens n'appellent pas ça un sport. Mais j'appelle même pas ça un sport en vrai. C'est juste une façon de bouger mon corps tout en prenant soin de ma tête, en fait. D'ailleurs, où j'en suis aujourd'hui par rapport au sport, bon, déjà à la base, il faut savoir que j'étais pas une personne sportive avant mes troubles alimentaires. J'avais clairement fait du sport dans ma vie que pour perdre du poids pendant mes troubles alimentaires. Aujourd'hui, du coup, je fais pas vraiment de sport à proprement parler, mais après, pareil, c'est périodique, ça veut pas dire que toute ma vie ce sera comme ça. Par contre, j'adore la musique et la nature, donc j'aime marcher dans la nature. J'essaye chaque jour de sortir, au moins 30 minutes pour, m'aérer l'esprit, mais ça n'excède jamais, 45 minutes, je pense et c'est un pas, lent, quoi. C'est pas je suis pas en mode marathon et c'est vraiment pour me faire du bien. Il y a pas d'objectif de pas ou de calories, à dépenser. Parfois aussi, je fais quelques étirements, mais bon, ça, j'avoue que j'ai du mal à me tenir. C'est la kiné et l'ostéo qui me l'ont prescrit, en quelque sorte, parce que j'ai des grosses tensions au niveau des cervicales et du haut du dos. Merci le stress. Mais il y a des jours, en fait, où je vais pas marcher parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'envie, ou parce qu'il fait pas beau et que j'ai pas envie d'être trempée, quoi. Alors que quand j'étais malade, enfin, je m'en foutais, en fait, du temps, hein. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il gèle, j'allais marcher. Et aujourd'hui, quand je vais pas marcher, ça me stresse pas. Ça n'a pas non plus d'ailleurs d'impact sur ce que je vais manger ou sur la quantité de nourriture. Par contre, un truc que je peux vous assurer, c'est que non, j'ai pas repris du poids à l'infini, mon corps n'est pas devenu flasque depuis que j'ai arrêté totalement, entre guillemets, le sport. Même si au début j'en étais persuadée, parce que le trouble alimentaire avait plein de bons arguments pour me convaincre que c'était le cas, mais maintenant, avec une tête saine, je peux vous assurer que ce sont vraiment des croyances erronées. Mon 3 derniers conseils et rappels pour, l'hyperactivité, pour, l'arrêt de l'hyperactivité, ça va être un peu des petits conseils en vrac. Le premier conseil, c'est quelque chose que j'ai déjà souvent parlé, c'est les distractions. Le but des distractions, c'est évidemment pas de vous empêcher de ressentir ce que vous ressentez. C'est normal de ressentir de l'anxiété, de la culpabilité quand vous essayez d'arrêter l'hyperactivité. Donc évidemment, vous avez le droit de ressentir ça. C'est pas parce que vous ressentez ça que du coup, vous faites mal. D'ailleurs, souvenez-vous que quand vous avez la sensation de mal faire, c'est que vous allez à l'encontre de votre trouble alimentaire, donc que vous faites bien. Les distractions, elles ont pour but de vous aider à focaliser votre cerveau sur autre chose. Peut-être que si vous tentez de réduire de 5 minutes en 5 minutes par jour, bah, ce temps gagné, vous pouvez faire par exemple 5 minutes de musique, de lecture. Idéalement, franchement, une activité qui mobilise bien votre attention. Non, les distractions, c'est pas magique, tout comme la reprogrammation du cerveau, enfin la déconstruction des croyances erronées. Mais c'est un outil en plus en fait. C'est tout plein de micro-pas, encore une fois, qui vont vous aider à aller vers la guérison. Et encore une fois, tout le travail à côté pluridisciplinaire est nécessaire, notamment psychologique. Un autre rappel pour le coup, c'est que vraiment rappelez-vous que le repos fait partie de votre ordonnance, au même titre que l'alimentation. Le repos, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est un besoin auquel tous les hommes doivent répondre pour vivre et pour avoir une bonne santé. Et pour vous, c'est d'autant plus vital. Oui, même si vous mangez 4 repas par jour, même si vous avez repris, selon vous, votre plateforme, et cetera. Ce conseil, il est valable pour tout le monde. Et un dernier conseil, c'est d'éviter les déclencheurs, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui peut vous donner de la culpabilité par rapport au sport. Par exemple, les trackers, les montres connectées, les applications là qui vous indiquent le nombre de pas que vous avez fait, et cetera. Tout ça vraiment, soit désinstaller, soit ne les consultez plus, vraiment. Parce que c'est pareil, ça va augmenter le stress. En fait, je sais que c'est pas simple non plus d'arrêter, mais ça va augmenter le stress que vous avez par rapport à l'hyperactivité. Aussi, éviter toutes les machines qui comptent vos calories dépensées. En plus, franchement, c'est absolument pas fiable ces trucs-là. C'est juste du marketing pour inciter les gens à augmenter leur utilisation. Évitez aussi les comptes Instagram qui partagent leur réussite sportive, évidemment si ça vous met mal. Évitez les salles de sport. Parfois, vraiment, les salles de sport, ça peut mettre dans une ambiance de comparaison qui est malsaine. Ça peut peut-être vous pousser à toujours augmenter vos performances, etc.
Encore une fois, chacun a ses déclencheurs. Là, je vous donne des exemples de déclencheurs, mais si c'est pas des déclencheurs pour vous, dans ce cas, adaptez les choses à vous. Essayez de remarquer tout ce qui augmente votre stress par rapport à l'hyperactivité, qui vous incite à faire de l'hyperactivité, et essayez, si vous le pouvez, de réduire votre confrontation à ça. Après, évidemment, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas éviter et en fait, c'est aussi tout le travail que vous allez faire en parallèle sur la déconstruction des croyances erronées autour de ça, qui, une fois que ce sera, assez fort, fera que, ces déclencheurs-là n'auront plus d'impact sur vous. Comme je vous le disais, moi, un gros déclencheur, c'était quand quelqu'un me disait qu'il allait faire du sport, ça me mettait super mal. Aujourd'hui, comme je sais, j'ai déconstruit les croyances erronées et surtout j'y crois, c'est-à-dire que, je sais que c'est pas parce que, j'ai mangé un gros repas qu'il faut absolument que j'aille faire du sport après, qu'il faut absolument que j'aille bouger après. Et j'en suis persuadée que c'est faux. Donc du coup, quand j'entends une personne qui me dit ça, ça me fait plus d'impact en fait. En fait, souvent, ça vous impacte parce que vous avez peur que cette personne dise la vérité. Ou que vous pensez au fond de vous que cette personne dit la vérité. Bref, on arrive à la fin. Je pense qu'honnêtement, cet épisode, il a pas forcément plu à ceux qui font beaucoup de sport ou alors qui ont une passion pour le sport. Encore une fois, je rappelle que j'ai commencé par dire que chaque personne est différente. J'ai aussi dit que je peux pas dire qu'une personne passionnée le fait dans une optique malsaine, parce que je suis pas tout le monde, et les meilleurs conseils sont peut-être ceux de la personne professionnelle qui vous suit depuis longtemps, et puis votre vous intérieur. Je pense qu'au fond de vous, parfois, on sait pourquoi on fait des choses, même si la maladie biaise beaucoup la réflexion, évidemment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pris du temps à faire cet épisode, parce que je trouve en fait tout de même délicat. Mais encore une fois, je suis pas catégorique dans ce que je dis, d'autant que ça dépend aussi d'où vous en êtes dans votre guérison. En tout cas, j'ai pris pas mal de temps pour faire cet épisode parce que je voulais aussi vraiment dire plein de choses à ce sujet pour faire quelque chose de complet. J'espère quand même avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me le dire vraiment. C'est important pour moi d'avoir des retours sur si ça vous aide, tout ça. Évidemment, j'aurais pu déconstruire chaque croyance erronée que vous avez sur le sport, mais ça, c'est plus le rôle d'un professionnel. Et puis honnêtement, le podcast aurait duré 2 heures, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Dites-moi sincèrement ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça me fait plaisir d'avoir un retour sur le travail que je fais, sur le temps que je passe dans tout ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à bientôt. Ciao ciao.